Histoire 4, chapitre 3. Durant les 4 jours avant Noël, je réussis encore à progresser jusqu'à atteindre le niveau 70. Mon manque de sommeil déclencha une forte migraine. La douleur me vrillait le crâne, mais je savais fort bien que je n'arriverais pas à me reposer même si je le voulais. Je n'avais pas revu non plus la guilde de Klein dans les parages depuis un certain temps. Mêlé aux autres guildes dans la queue, j'attendais toujours patiemment mon tour, puis, au moment opportun, je m'élançais seul pour combattre les fourmis encore et encore. Le regard des autres joueurs s'était transformé, passant du sarcasme à la haine. Certains avaient parfois tenté de m'interpeller, mais, dès que leurs yeux croisaient les miens, ils s'éloignaient en baissant la tête. La question fondamentale qui se posait parmi ceux qui désiraient le cadeau de Noël était de savoir où se situait le grand sapin sous lequel Nicolas de Renegade devait apparaître. J'avais eu le temps de bien réfléchir durant mes combats contre les fourmis, et j'en étais arrivé à une conclusion assez évidente. Après avoir acheté des informations concernant la position de plusieurs grands arbres, je m'étais rendu sur place pour faire quelques vérifications. J'avais remarqué que ces arbres, bien que très ressemblants, n'étaient pas des sapins, mais des cyprès. En effet, leurs feuilles en forme d'aiguille n'étaient pas piquantes, contrairement à celles de vrais sapins. Je le savais, car il y en avait derrière ma maison dans le monde réel. Quelques mois auparavant, je m'étais rendu au 35e étage, dans la forêt des Égarés, une sorte de donjon à téléportation aléatoire, et j'avais découvert un immense arbre noueux. Je m'étais fait alors la réflexion qu'il pouvait bien être à l'origine d'une nouvelle quête, mais je n'avais rien trouvé de spécial. Cependant, maintenant, j'en étais certain. C'est sous ce sapin qu'apparaîtrait Nicolas the Renegade à Noël, c'est-à-dire cette nuit. Sans trop prêter attention à la mélodie indiquant que j'avais franchi le niveau 70, j'éliminai toutes les fourmis, puis sortis un cristal de téléportation de ma sacoche. Sans décocher une parole aux joueurs de la file d'attente, je rejoignis la zone résidentielle du 49e étage où je logeais. Je jetai un œil vers l'horloge qui indiquait 9 heures. De nombreux couples s'apprêtant à célébrer Noël flânaient main dans la main sur la place. Une fois dans ma chambre, je transférai de la commode à mon inventaire tout ce que je possédais comme potions, cristaux de soins ou antidotes. Tout cela représentait une petite fortune, mais j'avais bien l'intention de les utiliser tous si cela s'avérait nécessaire. Je pris aussi l'épée rare que je gardais pour une occasion spéciale, vérifiai sa condition, puis l'échanger avec celle qui se trouvait sur mon dos, émoussée par les combats successifs. Je remplaçai aussi mon armure et mon manteau de cuir. Je m'apprêtais à fermer ma fenêtre lorsque quelque chose attira mon attention. En haut de mon inventaire, à côté de l'inscription « Personnel », s'affichait le nom de Sachi. Il était tout à fait possible d'avoir un inventaire commun avec quelqu'un de proche sans forcément avoir conclu un mariage. Mais seuls les objets placés dans cette fenêtre étaient mis à la disposition de l'autre personne. Peu avant sa mort, Sachi m'avait demandé si j'acceptais ce partage, m'affirmant qu'elle l'avait fait avec tous les autres membres de la guilde. Devant mon air étonné, elle avait expliqué que c'était bien plus simple pour transférer les potions d'une fenêtre à l'autre. Sachi était morte, mais la fenêtre était restée. Son nom figurait encore dans ma liste d'amis, marqué en gris, pour signifier qu'il était impossible désormais de la contacter. Les quelques potions et cristaux restant dans cet inventaire ne seraient sûrement plus jamais utilisés. 6 mois s'étaient écoulés, mais alors que j'avais effacé le nom de la guilde sans état d'âme, je ne pouvais me résoudre à supprimer celui de Sachi. Non pas que je pensais qu'elle puisse être ressuscitée, mais parce que je ne voulais pas oublier. Pendant une bonne dizaine de minutes, je ne pus détacher mon regard de son nom. Lorsque je repris mes esprits, il ne restait plus que 2 heures avant minuit. Durant le trajet jusqu'au portail de téléportation, je me remémorai le visage de Sachi au cours de ces derniers instants, me demandant ce qu'elle avait bien pu vouloir me dire. Le 35e étage paraissait incroyablement calme par rapport à la zone de la ligne de front. Il faut dire que les terrains de chasse des joueurs intermédiaires étaient relativement éloignés et que la cité, semblable à un village rural, ne présentait aucun réel intérêt. Cependant, afin de ne pas attirer l'attention de quelques joueurs présents, je remontai le col de mon manteau et me pressai de m'éloigner de la ville. N'ayant ni le temps ni l'envie de me charger des quelques monstres aux alentours, je commençai à courir après m'être assuré que personne ne me suivait.
Mon intense progression durant le mois écoulé avait si bien boosté mes paramètres de vitesse et d'agilité qu'il me semblait que mes pieds ne faisaient qu'effleurer le sol neigeux. La familière douleur sourde transperçait mes tempes, mais cette souffrance me permettait de lutter contre une impérieuse envie de dormir. Au bout d'une dizaine de minutes, j'arrivai à l'entrée de la forêt des Égarés. J'étalai ma carte sur laquelle j'avais préalablement indiqué la position et je mémorisai le chemin à suivre. Je pénétrai au cœur de l'obscure forêt. Je ne pus éviter 2 joutes, fort heureusement sans subir de dommages, avant d'atteindre la zone où se trouvait l'arbre. Il restait 30 minutes avant que je n'affronte seul un boss contre lequel je risquais probablement de perdre la vie, mais je n'avais pas peur. C'était peut-être même ce que je désirais au plus profond de moi, périr pour une quête qui permettrait de se ramener Sachi à la vie. En tout cas, je ne voulais absolument pas motiver cette fin par une phrase teintée d'héroïsme comme « je cherchais le meilleur endroit pour mourir ». Je n'avais pas le droit de justifier mon trépas, moi qui avais laissé succomber Sachi et mes 4 camarades. Lorsqu'elle m'avait posé la question sur la signification de tout ceci, je lui avais répondu qu'il n'y en avait aucune. Je pouvais maintenant donner un sens à ces mots. Elle avait péri subrepticement dans ce jeu mortel insignifiant, conçu par un génie fou nommé Akihiko Kayaba. Moi-même, j'allais mourir sans tambour ni trompette, sans que cela rime à quelque chose. Si par chance j'éliminais ce boss et que je survivais, la légende de l'objet de résurrection deviendrait une réalité. Alors, l'âme de Sachi remonterait du fleuve l'été ou de n'importe où qu'elle soit, et j'entendrais enfin ses derniers mots. Oui, le moment était enfin venu. J'allais bientôt toucher au but, lorsque j'aperçus plusieurs joueurs derrière moi. Retenant mon souffle, je m'écartai du chemin, la main sur la poignée de mon épée. C'était un groupe d'une dizaine de personnes. L'éclaireur, harnaché d'une armure légère et armé d'un long katana, avait noué un affreux bandana sur sa tête. Klein. Ils semblaient tous un peu nerveux. Je toisai Klein et grommelai. « Tu m'as suivi ?»« Ouais, » admit-il en se grattant la tête. « On a un pro de la traque dans l'équipe. »« Pourquoi moi ?»« J'ai su que tu avais acheté les coordonnées des emplacements d'arbres. J'ai posté un gars au 49e étage pour te surveiller, et il t'a vu te téléporter vers un étage pas vraiment renommé. Écoute, pour moi, ta puissance de combat et ton instinct de jeu sont incroyables. Tu es le plus fort de tous les conquérants. Et même peut-être plus que ce F. Cliff. Je ne peux pas te laisser mourir ici, Kirito. » Il pointa son doigt vers mon visage en criant. « Ne fais pas cette folie de combattre en solo. Laisse-nous t'aider. L'objet de résurrection reviendra à celui qui réussira à l'attraper. T'es d'accord? On fait comme ça? » Mais... Je ne pouvais croire que l'inquiétude de Klein ni ses paroles amicales étaient sincères. « Mais... cela n'aurait plus de sens. Je dois le faire, tout seul. » J'agrippai mon épée, le cerveau embrouillé, une seule pensée me vint. Je dois tous les tuer. Au tout début du jeu, j'avais abandonné Klein, encore novice, et j'avais rejoint le village voisin. J'avais longtemps regretté ce geste, mais j'avais vite été soulagé de savoir qu'il allait bien et qu'il survivait sans peine. Pourtant, l'idée de tuer celui qui comptait parmi mes rares amis m'effleurait l'esprit à cet instant. Même si cet unique désir d'accomplir mon objectif me transformait en criminel, une petite voix intérieure s'indignait. Une autre, plus impérieuse, me rappelait que c'était ce que je recherchais, une mort sans signification. Si je dégainais ne serait-ce qu'un peu mon épée, j'étais certain de ne plus pouvoir faire marche arrière. Les yeux emplis de tristesse, Klein me regardait lutter contre mes démons intérieurs. Ma main se mit à trembler. C'est à cet instant que surgit un nouveau groupe composé d'une 30aine d'individus. Surpris, je me tournai vers Klein, tout aussi étonné que moi. « J'ai l'impression que tu as été suivi, Klein. »« Ouais, on dirait bien. » Parmi ceux qui nous lorgnaient en silence à une 50aine de mètres, je reconnus les visages de joueurs qui s'entraînaient dans le secteur des monstres fourmis. Un des compagnons de Klein s'approcha de lui. « Ce sont les gars de l'Alliance du Dragon Sacré !» murmura-t-il. « Le genre a accepté de virer Orange pour combattre un flag mob. » Je savais qui ils étaient. Ils appartenaient à une guilde presque aussi prestigieuse que celle des KOB, et leur niveau devait probablement être inférieur au mien. Cependant, je n'étais vraiment pas sûr de gagner face à de si nombreux opposants. Mais, cela ne reviendrait-il pas au même, finalement?
Se faire pulvériser par un boss était tout aussi absurde que de se faire tuer par les membres d'une guilde. En tout cas, un meilleur choix que de me battre contre Klein. Las de réfléchir, je tirai mon épée. Il ne me restait plus qu'à brandir ma lame et, tel un robot, à détruire tout ce qui se trouvait à ma portée jusqu'à ce que quelque chose ou quelqu'un me casse à son tour. Soudain, les cris de Klein stoppèrent mon geste. « Eh merde! Vous allez voir ce que vous allez voir, bande d'enfoirés !» hurla-t-il en dégainant son katana. « Kirito, fonce, mon vieux !»« On se charge d'eux! Va tuer ce foutu boss! Mais t'as pas intérêt à crever! Je te le pardonnerai jamais si tu cannes avant moi, jamais !» Le temps était compté. Je tournai les talons et, sans remercier Klein, je pénétrai dans la section où se trouvait l'arbre. Il était au même endroit que dans mes souvenirs, une sorte de clairière enneigée dénuée de toute vie. Lorsque le chronographe de mon champ de vision indiqua minuit, le tintement d'une clochette retentit dans la nuit. Je levai les yeux vers la cime du sapin. 2 traits lumineux sillonnèrent le ciel étoilé, et je distinguai bientôt un énorme traîneau tiré par un monstre à la forme étrange. Lorsqu'il atteignit le sommet de l'arbre, une ombre imposante sauta de tout son poids au sol, faisant voler la neige autour d'elle. Je reculai de quelques pas. Ce monstre à forme presque humaine était à peu près 3 fois plus grand que moi. Ses bras, anormalement longs, traînaient par terre, ses petits yeux rouges brillaient sous son front saillant, et une longue barbe grise lui couvrant le bas du visage descendait jusqu'à son abdomen. Il était grotesque, avec son chapeau pointu de la même couleur que sa veste blanche et rouge, sa hache dans une main et son grand sac dans l'autre. Les designers de cette caricature du Père Noël avaient sûrement pensé effrayer ou faire rire les joueurs amenés à rencontrer ce monstre. Mais pour moi qui l'affrontais seul Nicolas the Renegade, son apparence était bien le cadet de mes soucis. Il ouvrit la bouche pour débiter le baratin habituel de début de quête. « Ta gueule !» murmurai-je, empoignant mon épée et m'élançant à toute vitesse vers lui.